Bonjour à tous et bienvenue dans Hors-Jeu Capital, votre rendez-vous, votre podcast sur Paris United. Très heureux de vous retrouver, ça fait longtemps que je ne suis pas venu avec vous. Je remplace le grand Hugo qui est absent aujourd'hui, qui est forfait, qui s'est blessé un peu comme Paredes. Donc on va prendre des nouvelles, on va le bichonner et il reviendra très vite. Alors, avec moi aujourd'hui, Mousse Panam, comment ça va? Salut Clément, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, Ça ça va, va? ça va, ça va. Le deuxième larron de la bande, Yacine Amned, comment ça va? Salut à tous, moi ça va, tranquille, merci. Toujours là à parler football, toi on ne t'arrête jamais je crois. J'aime ça. Et il est souvent avec nous aussi, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico? Salut Clément, salut tout le monde, ça va, super. Comment ça me dit? T'as été nager un peu ce matin, non? Non, non, bah non, j'ai pas été nager ce matin. Piscine fermée. C'est pas gentil ce que tu fais, Clément. Ouais, c'est vrai. J'enfonce le couteau dans la plaie. Bon, je suis content de vous retrouver. On va parler football un peu dans cette actualité qui n'est pas toujours très gaie. Avec la victoire du PSG 4-0 à Nîmes, on va revenir un peu, voilà, on va revenir sur ce match, sur la prestation parisienne. C'était pas évident avant la rencontre, hein. On s'est dit que voilà, vu le contexte, vu la trêve internationale, toujours des matchs un peu bâtards. Et voilà, c'est bien que le PSG ait fait le travail. On parlera aussi de quelques individualités. On se projettera ensuite sur Manchester PSG, le retour de la Ligue des Champions. Et oui, on s'en rend pas bien compte, mais ça y est, ça revient, hein. On l'avait quitté en finale de Ligue des Champions et on la reprend en phase de poule. Donc c'est cool, c'est positif. On est tous très contents de revoir Cavani au parc. On aura l'occasion d'y revenir et Ouais, pas sûr, hein. et voilà. Bon, ce match 4-0, doublé d'Mbappé, Florenzi, Pablo Sarabia, un PSG tranquille, un PSG convaincant. Mousse, tu as pensé quoi de ce match? Qu'est-ce que tu as envie de noter? Ouais, c'est comme tu l'as dit, hein, c'était un peu, tu sais, un peu le match piège après une coupure internationale face à une vaillante équipe de Nîmes, un peu trop agressive à mon goût au début. D'ailleurs, ça leur a coûté un carton rouge assez rapidement. Mais sinon, pour un match de reprise, même si je sais pas si Nico et Yacine seront d'accord avec moi, les 10-15 premières minutes, allez, on va dire jusqu'au carton rouge, on a tombé sur une équipe de Nîmes qui a joué très haut, qui pressait très haut, qui a gêné un peu les Parisiens. Bon, après le carton rouge, bon, bah, ça a été un peu plus facile. Et non, un bon match de reprise pour moi, c'était pas mal. Vu le contexte, honnêtement, c'est plutôt un bon match. Yacine, ton ressenti sur le match, qu'est-ce que tu as envie de ressortir, toi? Le sérieux, l'application. Voilà, après, c'est vrai que les quelques premières minutes, alors, je m'en doutais un peu parce qu'en fait, c'est typiquement ce qui arrive quand tu enchaînes trop les matchs, notamment ceux qui sont revenus de loin. C'est que le premier quart d'heure, tu as du mal à être dedans. Toujours ces 10-15 premières minutes. Et on l'a vu sur Paredes, les deux premiers ballons, il les perd tout de suite. Voilà, après, moi, encore une fois, je pense qu'il y a un problème de compréhension de discours à un moment donné dans certains vestiaires, parce que c'est pas possible de confondre agressivité, enfin ouais, agressivité au bon sens du terme et méchanceté. Voilà, et c'est dommage parce que je trouve que ça gâche un peu le match, quoi. Après, pas pour le PSG, hein. Mais on aurait bien voulu aussi qu'il y ait de l'adversité malgré tout. Mais bon, ils gagnent 4-0, tant mieux. Après j'ai bien aimé en fait l'ensemble collectif. Après, avec deux, trois choses dans la finition qui reste à améliorer. Mais globalement, l'état d'esprit était bon. C'est vrai que le PSG avait été aussi malmené à Nîmes l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, beaucoup de fautes déjà. Nicolas, toi, t'es satisfait de la prestation parisienne hier? Ouais, satisfait du résultat, de la manière. On a vu que par rapport au début de saison, avec quasiment autant de blessés que quand l'équipe avait été à Lens, ça va beaucoup mieux parce que les joueurs sont mieux physiquement. On sent que la préparation commence à être intégrée et que forcément, il y a une marge colossale contre ce genre d'équipe. Alors en plus, à 10, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple. Mais je pense que c'est pas l'expulsion qui fait basculer ce match. Il y avait vraiment beaucoup de marge. Après, juste pour rebondir sur ce que dit Yacine, l'entame de match des Nîmois, moi, je la trouve intéressante. Et je pense pas que ce soit de la bêtise. Je crois que c'est de la maladresse pour cette expulsion de Land, parce que voilà, il s'engage un peu trop. Tu sens qu'il vient pas pour faire ce geste, mais il est emporté par son élan. Voilà, je mets plus ça sur le compte de la maladresse. En plus, lui, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais voilà, après, pour le reste, oui, match satisfaisant. Et franchement, par rapport au scénario, mis à part la petite blessure de Paredes, je pense que c'est idéal entre la trêve internationale et le retour de la Ligue des Champions. Si tous les matchs pouvaient se passer comme ça, dans ce genre de contexte, ce serait vraiment une bonne chose.
Ouais. Justement, Yacine, je Juste voulais. un mot, Lucas, Nico, tu as aussi la grosse faute de Lucado sur Paredes, Ouais. même si c'est pas celle-là qui provoque sa sortie. Je crois que c'est sur un match précédent, sur le même type de faute, il me semble qu'il y avait eu carton rouge. Je sais Oui, plus quel Payet, match. Payet. Ouais, peut-être pas Payet. Payet, Ah, c'est t'as la ça, même. oui, c'est ça. Oui, c'est T'as, ça, t'as la même exactement, c'est aussi Payet. avec, Tout à fait. je crois que c'est Herrera qui en fait une aussi. Tu sais, ça c'est, on voit de plus en plus les joueurs qui essaient d'intervenir avec la semelle. C'est un peu la nouvelle mode, je trouve. Ils arrivent avec Ouais. la semelle sur le ballon, donc c'est vrai que quand tu rates le ballon, bah, tu rates pas le tibia derrière. Ouais. Je pense que c'est encore une fois de l'agressivité, mais pas de la méchanceté. Je ne pense pas que les Nîmois étaient programmés pour venir faire mal tout de suite. Ils voulaient juste montrer un peu de physique, mais bon, c'était maladroit sur certains gestes. C'est peut-être aussi pour ça que le début de saison des Parisiens, je me suis dit peut-être qu'ils ont craint, comme il y a un match mardi en Ligue des Champions, peut-être qu'ils ont craint aussi la grosse faute parce qu'ils ont peut-être senti les Nîmois un peu trop agressifs. En fait, Bon, finalement, ouais, je t'en juste prie. pour préciser là-dessus, quand je dis c'est de la méchanceté, alors je dis pas que les joueurs sont méchants en fait. Ce que je dis, c'est que quand tu es dans un vestiaire et que ton coach insiste sur cette agressivité, en fait, ce trop-plein d'énergie, comme tu as dit, c'est de la maladresse, mais en fait, c'est de la maladresse parce que tu es trop sur les nerfs en te disant il faut qu'on y aille, tu vois. C'est pas à la base, c'est pas de te dire je suis là pour casser un joueur, mais en fait, ce discours dans ta tête qui veut que tu mettes de l'agressivité, il est souvent dans les équipes moyennes. euh, Pas mal interprété, mais il dévie en fait, parce que tu veux montrer au coach que tu respectes ce qu'on a demandé dans l'agressivité, et t'en fais un peu trop, donc tes gestes sont... tu vois, Lucado, c'est quand même pas un joueur qui est pareil, qui fait des tacles assassins. Pourtant, la semelle sur la cheville, ça tombe sur lui, parce qu'il veut montrer, ouais, je réponds tout de suite, je suis là et tout. Et c'est, en fait, moi, c'est ça qui me dérange. Mais Je voilà, c'était... je pense que Paredes, c'est aussi un joueur qui va pas se faire manquer cette année. Voilà, il commence à être connu et je pense que les adversaires vont pas le rater, Paredes. Yacine, je voulais rebondir sur quelque chose avec toi. Tu as dit, bah, tu as parlé de l'adversité. Et c'est vrai que le PSG sort d'une trêve internationale, s'impose 4-0 comme ça facilement, et déjà leader de Ligue 1 alors il a eu un début de saison pas forcément idéal. Bon, c'est une question qu'on se pose chaque année, hein, mais est-ce que ça va peut-être poser encore souci au PSG, ça, quand le niveau va s'élever en Ligue des Champions, le fait qu'il n'y ait rien en face en Ligue 1? Ouais, je le dis souvent, en fait, le problème de la Ligue 1, c'est pas le niveau de la Ligue 1, c'est la mentalité de la Ligue 1. Et c'est pas pareil. Parce qu'en fait, le niveau, quand on regarde, il y a plein d'équipes en Angleterre où on se dit c'est nul, c'est catastrophique au niveau des joueurs, même en Allemagne, même en Espagne. Mais en fait, dans la mentalité de jeu, ça pose des problèmes à toutes les équipes. Or, le PSG, souvent, les équipes ne posent pas de problème, ou en fait très peu. C'est-à-dire que là, Nîmes, ça dure 10 minutes. Alors effectivement, il y a en plus le carton rouge qui t'empêche de pouvoir continuer à 11 à faire un peu la même chose. Mais malgré tout, Nîmes n'aurait pas fait ce pressing pendant 90 minutes. Donc, le problème de la mentalité Ligue 1, c'est ça. C'est vrai que c'est un problème parce que rapidement, les équipes, bon, certaines essayent de le faire en début en disant vas-y, on va pousser un peu, on va leur mettre un peu de pressing, mais ça dure jamais. Et finalement, tu te retrouves à dominer le match comme un match de hand, encore une fois, à faire tourner le ballon devant la surface parce que tu as 8 ou 9 joueurs dans les 30 derniers mètres. Oui, ça pose problème. Après, moi, je l'ai toujours dit que le vrai problème, c'est l'exigence du PSG. C'est-à-dire que soit ils ont envie de courir, de donner, et même s'il faut gagner 8-0, de gagner 8-0, ou soit ils se disent c'est facile, et puis à 2-3-0, ben, on déroule. Ça, c'est leur problème à eux. Et j'ai envie de dire, c'est eux qui doivent se mettre l'exigence à un moment donné un, plus importante. Mousse, est-ce que tu as une individualité qui t'a marqué dans ce match, un joueur qui t'a plu particulièrement au PSG? Bah, plus. Des plus. Ouais, bah, je voulais parler un peu de Rafinha. Après, on l'a vu un peu plus d'une mi-temps. Il me semble qu'il sort à la 55e, un peu avant la 60e, ce qui était normal, hein. Il a plus joué avec Barcelone depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il manquait un peu de rythme. Par contre, j'étais agréablement surpris. Surtout de sa complicité et sa complémentarité avec Mbappé, parce qu'ils ont beaucoup joué sur le côté un peu gauche. Et je trouve qu'il y a eu pas mal d'échanges. D'abord, on a vu un joueur très technique, et c'est vrai qu'à ce poste de relayeur, ça me manquait un peu. Très très bon dans les petits espaces. Franchement, non, j'ai eu une belle mi-temps de Rafinha à voir dans les prochains matchs. Mais c'est vrai à ce poste de relayeur, on n'avait pas ce type de profil. Donc je suis plutôt confiant, satisfait de ce que j'ai vu. Il faudra surveiller parce que on sait qu'il est sujet à des problèmes physiques, l'ami Rafinha. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu hier,
ça apporte une autre palette au PSG au milieu, donc c'est plutôt bien. Moi, j'ai plutôt bien aimé Rafinha. Ouais. Ouais, Nico, c'est vrai que Rafinha, le Mousse le dit, dans ce poste de relayeur gauche, en cas de 4-3-3 mis en place par Tourelle, il apporte un petit côté technique et surtout sa complicité avec Neymar qui n'est pas encore revenu et avec Mbappé. Ça peut être un plus pour le PSG. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, est-ce qu'il peut s'inscrire à ce poste-là et être le plus en milieu du PSG? S'inscrire, ça va dépendre de ses performances et des choix tactiques du coach. Mais on est surpris par un joueur qui, je vous rappelle, est passé par le Barça. Donc déjà, c'est une garantie technique qu'on devrait assimiler forcément. Il l'a prouvé. Le ballon, c'est son copain. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce genre de profil, c'est qu'il t'apporte un lien entre la défense et l'attaque. Voilà, tu n'as plus cette espèce de démarcation entre deux secteurs où on n'arrive pas toujours à trouver une fluidité. Lui, hier, il te l'apporte. Il te l'apporte par la passe, il te l'apporte par les dribbles dans les petits espaces, il te l'apporte par les combinaisons avec effectivement Mbappé. On les a vraiment vus très, très complices. Donc, il est vraiment super intéressant. Tu peux imaginer que sur des matchs où on va mettre une sentinelle comme Danilo et que devant, tu vas opter pour deux créateurs comme par exemple Verratti et Rafinha, moi je pense que ce trio-là au milieu, il peut faire vraiment des étincelles. Maintenant, il va déjà falloir que lui, il trouve son rythme, qu'il trouve sa place. Et puis il y a toujours effectivement, comme le dit Mou, cette incertitude autour de son physique. Il ne faut pas qu'il soit handicapé encore par des blessures à répétition. C'est quasiment la seule inconnue qu'on a par rapport à ça aujourd'hui avec Rafinha. Yacine, sur Rafinha, t'as quelque chose à ajouter ou pas? Alors, en fait, il y a trois trucs. Le premier, c'est, on l'avait déjà dit, comme l'a dit Nico, la technique, tout ça, ça n'a jamais posé de problème. Quand je disais que cette recrue, elle interrogeait, c'était plus sur sa régularité. Ça fait, je crois, 3 ans qu'il n'a pas fait plus de 20 matchs dans la saison. Donc, quand même, on peut s'interroger sur la continuité du joueur. Et c'est toujours ça son problème. Ça n'a jamais été le footballeur en lui-même. Il fait 25 matchs, il me semble, la saison dernière avec Vigo. Il en Ouais, fait même un voilà. peu Je veux dire, plus. il n'enchaîne pas, tu vois, 30 ou 40 comme ceux que. Voilà. Parce que les blessures, etc. Voilà. Oui, tu as raison. Le deuxième problème, pour moi, il sera dans ce que mettra en place Tourelle, parce qu'on sait que Neymar aime bien venir dans l'axe, Di Maria rentre beaucoup à l'intérieur, et que finalement, si tu as Verratti et Rafinha aussi, ça va faire un peu embouteillage. Donc ça, c'est à Tourelle de travailler, encore une fois, mais il faut trouver les bons déplacements, la bonne coordination, mais ça peut être hyper intéressant, effectivement, dans ce jeu en fait, de passes. La dernière, c'est finalement les choix de Tourelle, comme l'a dit Nico, mais on sait que Tourelle, il n'a jamais voulu, enfin, pendant très longtemps, il n'avait jamais mis Verratti et Paredes ensemble. Il a toujours voulu, quand il joue à 3, un joueur qui court. Est-ce qu'il est capable de mettre et Verratti et Rafinha dans ce milieu à 3? Alors, c'est ce que j'allais te dire, Yacine, en fait. Ouais. il y a Danilo qui a un profil différent de Paredes, qui est une vraie sentinelle au sens propre, qu'on appelle la sentinelle, celui qui reste devant la défense, qui casse les attaques adverses, qui ne prend pas trop de risques avec le ballon. Donc effectivement, tu as peut-être plus besoin de 2 joueurs devant qui animent. Mais est-ce que Tourelle aura le courage de se dire, je mets une sentinelle et 2 joueurs de ballon? Voilà. Non, mais hier, par exemple, moi, je trouvais qu'avec Herrera, c'était plutôt cohérent. Oui, oui. Rafinha et Herrera, parce que Herrera qui couvre beaucoup de milieu de terrain, qui court pas mal, qui récupère et en plus qui se projette vers l'avant. Et tu avais Rafinha pour le côté technique, qualité de passe, etc. Après, et je trouvais qu'en fait, là, avec la sortie de Paredes, c'était même mieux avec un Gay qui est redescendu plus bas, mais avec Rafinha et Herrera en relayeur. Au moment où Herrera rentre, Nîmes est déjà à 10. Oui, donc c'est vrai. Le choix est un peu plus facile à faire, tu vois. Vrai. Est-ce qu'il l'aurait fait à 11? Peut-être parce que. On reviendra après un peu à ce milieu à 3, je voulais y revenir un peu plus tard. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Mbappé. Il a été beaucoup critiqué cette semaine en équipe de France, à tort ou à raison, chacun le jugera. Hier, c'est encore 2 buts. Il a quoi? Il a un jour de récup, il renchaîne direct contre Nîmes, il est clinique devant. Mbappé, quoi qu'on dise, il plante, quoi. Il plante beaucoup, Mousse. Ouais, moi j'ai été surtout surpris qu'il enchaîne. D'abord qu'il soit titulaire. Je pense qu'on a été tous un peu surpris parce qu'il venait d'enchaîner 90 minutes avec l'équipe de France et malgré tout, on l'a senti très très en jambes. Donc il fait plutôt un bon match, même si parfois il a toujours un peu ce petit défaut de vouloir
en faire un peu trop dans la surface avec ses passements de jambes. Mais honnêtement, c'est plutôt bon signe vu l'enchaînement des matchs. Et lui, il a dit à la fin du match, quand il a réagi au micro de Nicolas Douchez en disant qu'il avait toujours envie de jouer, qu'il avait toujours aussi faim. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif. Moi, je trouve quand même qu'il a fait un meilleur match hier qu'avec l'équipe de France. Maintenant, hier, c'était pas l'équipe type. On verra mardi, on se rapprochera un peu plus de l'équipe type et puis il y aura aussi l'ami Neymar. Mais non, franchement, moi je trouve qu'il a plutôt fait un bon match. Je sais qu'Yacine va être sans doute un peu plus, un peu plus dur que moi, mais moi je prends en compte en fait son match de l'équipe de France 2 jours avant. Et je me dis que physiquement il est très bien. Et puis c'est très bien pour l'enchaînement des matchs parce que je crois que tu l'as rappelé, Yacine, dans ton papier. On fait quoi, 7 matchs en 3 semaines, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est bien de le voir en forme, quoi. Ouais, avant de te lancer là-dessus, Yacine, Nico, je voulais savoir si pour toi Mbappé pouvait être le leader d'attaque. On a vu que depuis, en phase finale de Ligue des Champions, il avait pris une dimension quand même assez supérieure, même si en finale il gâche pas mal. Est-ce que cette année il peut voilà, franchir un cap dans la dimension encore et être ce leader d'attaque du PSG? Plus que Neymar encore. Bah, je pense qu'il l'est déjà depuis. Enfin, oui, moi je pense qu'il l'est déjà, le leader d'attaque. Après, il y a toujours effectivement avec lui cette exigence, cette attente. Alors, il a pris le feu là en milieu de semaine avec les critiques sur le match de l'équipe de France. Mais le Mbappé qu'on voit hier et celui qui était à Zagreb, c'est pas le même. Hier, on le voit dès le début, il est super tranchant dans ses appels, dans ses prises de balles. Tu sens qu'il a envie de jouer avec les autres, de combiner. Il n'est pas en train d'errer dans un coin du terrain à attendre que le temps passe. C'est pas le même joueur. Donc avec le PSG, tu sens, je ressens en tout cas qu'il prend plus de plaisir avec Paris qu'avec l'équipe de France. Et ça se voit forcément à l'arrivée sur le bilan du match. Après, juste une petite parenthèse, qu'il ait joué 90 minutes à Zagreb, sachant qu'il était potentiellement titulaire à Nîmes 2 jours après, c'est juste honteux qu'il ait joué à Zagreb 90 minutes. Moi, je ne comprends pas que Deschamps ne le fasse pas souffler sur ce genre de match. C'est un manque de respect total pour le joueur et pour sa santé. Parce qu'on met en gros le club devant le fait accompli en disant voilà, nous on l'a fait jouer 90 minutes, il ne faudrait pas le faire jouer à Nîmes parce que vous prenez un risque avec sa santé, mais ce n'est pas nous qui prenons cette responsabilité. Donc je trouve qu'il a été mal géré cette semaine, aussi bien par Deschamps du coup que par Tourelle, parce que je trouve pas normal qu'il ait joué 2 fois 90 minutes à 2 jours d'intervalle. Après, pour sa performance pure en elle-même, bah, hier on voit du grand Mbappé. Moi, si je vois du Mbappé comme ça à chaque match, franchement, ça me fait plaisir. Le seul petit truc qui m'a pas plu, c'est à un moment quand il doit la donner à Keane quand il est excentré et qu'il tente une frappe totalement impossible. Mais le reste du temps, j'ai trouvé vraiment le Mbappé que moi j'aime voir, clinique devant le but, volontaire. Il en fait pas trop, mais c'est souvent quand il n'y a pas Neymar qu'il est comme ça aussi. Il aurait même pu marquer de la tête, tu vois. Ouais, c'est vrai. Yacine, est-ce qu'on n'est pas un peu trop des fois exigeant envers Mbappé alors qu'il fait le taf, quoi? Et tu dis ça, Yacine? Bah, bien sûr. Je le provoque. Cette question, il faut la poser à Nicolas et à moi, mais pas à Yacine. Non, en fait, le truc, c'est que il y a déjà Mbappé, la différence entre mercredi et hier, c'est qu'au lieu de venir chercher le ballon dans les pieds, déjà, il l'a beaucoup plus demandé dans la profondeur. Et on sait que sa force, c'est de prendre le ballon en mouvement et pas de le prendre à arrêter et de faire des 1 contre 1 à la Neymar parce que c'est pas son jeu. Voilà. Démarrer, arrêter, il est bon parce qu'il a quand même des jambes et il a une pointe de vitesse, mais dans l'élimination, c'est pas la même facilité que Neymar. Donc quand il fait du Neymar, évidemment qu'il se trompe. On est exigeant, pourquoi? On est exigeant parce qu'encore une fois, moi je le dis, je suis plus exigeant avec un joueur qui a des qualités, qui montre des choses, qu'un joueur moyen à qui je ne peux pas demander plus. Voilà, donc c'est normal qu'on soit exigeant. Hier, il fait un bon match. Il oublie 2-3 fois Keane, c'est vrai. Mais en fait, il respecte malgré tout. Alors, le choix final, c'est toujours compliqué parce que les attaquants, ils veulent aussi marquer. Bon, bref. Mais dans le jeu, dans ses appels, etc., il a respecté le jeu. Et moi, c'est ça que j'attends d'Mbappé, en fait. C'est juste qu'il ne déjoue pas pour montrer qu'il sait faire autre chose. Encore une fois, la force d'un joueur, c'est de savoir faire ce que tu sais faire bien. Est-ce que tu es capable d'améliorer ton jeu en fonction de tes qualités, mais pas de vouloir faire ce qu'un autre fait? Voilà, c'est tout. Et tant qu'il restera là-dedans, il avancera. Après, moi, je l'ai dit, de toute façon, sa progression, elle passe que par lui. Parce que ce n'est pas la Ligue 1 qui va le forcer à progresser. Voilà, c'est que lui, en se disant,
Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux que j'aille marquer 4 buts faciles en abusant des gestes individuels, ou est-ce qu'il vaut mieux que je travaille dans mes courses, dans mes appels, dans la relation avec les autres? C'est tout. D'ailleurs, Yacine, il reconnaît en interview de fin de match qu'il a des lacunes dans certains secteurs et notamment sur celui de son jeu de tête. Il a dit qu'il fallait qu'il travaille là-dessus. Et moi, ce qui m'a surpris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et je crois que c'est la première fois que ça arrive, il a tiré un corner direct. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je crois que je ne l'ai jamais vu. Ça ne vous a pas surpris? Non, mais c'est vrai, hein. En deuxième mi-temps. Il est en confiance au PSG, je pense que c'est aussi lié. Voilà, il se permet plus de choses. Ouais, ça m'a paru bizarre qu'il tire un coup franc. Un corner, pardon. Ouais. Il me semblait l'avoir jamais vu faire. Avec lui en attaque hier, il y avait, vous en avez un peu parlé, il y avait Moise Kean qui faisait sa première. Mousse, t'en as pensé quoi de la première du nouvel attaquant parisien? C'est difficile à juger un premier match d'un joueur qu'en plus qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Moi, je ne l'ai pas vu jouer à Everton. Je me rappelle de lui un peu à la Juve. Bah écoute, sur ça, j'ai trouvé la première mi-temps était plutôt pas mal. Il s'est créé, je crois, il a dû avoir une ou deux occasions. Il a peu ouais, c'est ça. Et par contre, il disparaît, il me semble, un peu avant de sortir en deuxième mi-temps. Mais sinon, sur ses qualités de puissance, on a pu voir une action où il arrive à se débarrasser dans la surface avec un contre favorable. Malheureusement, je crois que c'est le gardien qui l'arrête ou elle n'est pas cadrée. Mais sinon, non, c'est un joueur intéressant. C'est pas du tout le même profil qu'Icardi. Ouais. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que pour une première en Ligue 1, il a montré des belles choses, même s'il n'a pas été régulier pendant toute sa présence dans le match. Mais sinon, honnêtement, il a montré des belles choses. À revoir. En plus, il y a la blessure d'Icardi. Je sais pas, je ne connais pas l'indisponibilité de l'attaquant argentin, mais je pense qu'à choisir entre les deux profils, je peux mettre ma main à couper que Tuchel préfère 100 fois le profil de Moise Kean que celui d'Icardi. Nico, tu es d'accord avec ce que dit Mousse sur le profil? Tu penses que dans le système d'attaque du PSG, ça va le faire? Oui, bah ça va le faire, surtout c'est plus facile d'arriver dans une équipe avec une telle force offensive. Son match hier, il est intéressant parce qu'il est arrivé il y a 48 heures, enfin il s'est entraîné que 2 fois parce qu'il était parti en sélection, donc forcément il ne fallait pas non plus s'attendre à des choses de dingue parce qu'il découvre aussi ses nouveaux coéquipiers. Après, où je suis d'accord avec Mousse, il a un jeu intéressant, tu sens qu'il y a de la puissance, tu sens qu'il y a une bonne technique. Peut-être que ça a manqué de mouvement hier. Je trouve qu'il est un peu trop statique, un peu trop à camper. Donc là, il doit trop regarder les cassettes d'Icardi parce que c'est un peu le même style de mouvement pendant très très longtemps. Je pense qu'il sera plus intéressant soit quand il va aller sur un côté, soit quand il va dézoner un petit peu, quand il sera attaquant axial. Mais sinon, oui, il est intéressant. Après, ouais, il a 2 occasions, il touche la barre. C'est une bonne première, je pense quand même. Maintenant, de là à imaginer qu'il va doubler Icardi dans la hiérarchie pour les gros matchs, j'ai même envie de vous dire qu'aucun des deux ne jouera de toute façon, parce qu'à mon avis, ce sera un 4-3-3 dans les gros matchs et qu'on va retrouver du Mbappé en pointe. Donc, pour moi, la question ne va même pas se poser. Justement, Yacine, je voulais te lancer un peu là-dessus, sur l'animation offensive. Toi, tu vois, bon, sans se projeter non plus à des années-lumière, parce qu'on ne sait pas trop encore, il y a quelques inconnus, mais tu vois les choses s'organiser comment? Et est-ce que Kean pourrait avoir une place, toi, selon toi, dans cette organisation? Ça dépendra évidemment des blessés. Comme ça, si je sors l'équipe type, évidemment qu'il n'est pas dedans. Mais il a un avantage, c'est que déjà, il peut jouer aux 3 postes de devant. Donc, ça veut dire que s'il y a un absent, il peut faire partie de la ligne de 3. Sûrement avec, en plus, d'autres qualités qu'Icardi, parce que je pense qu'il est plus capable de faire ses courses de replacement, de multiplier les courses pour aider à défendre ou au pressing. Maintenant, moi je suis comme Nico, c'est-à-dire déjà je ne vais pas le juger sur un match, surtout à Nîmes, surtout à 10 contre 11, etc. etc. Maintenant, c'est en fait, est-ce qu'on va avoir au PSG le Moise Kean de la Juve ou de Everton? En fait, elle est là la vraie question. Donc, si tu as celui de la Juve, effectivement, il a une carte à jouer. Et rapidement, pour passer même devant Icardi, pourquoi pas. Maintenant, si c'est celui d'Everton, bah, ouais, ce sera. Alors en Ligue 1, je pense pas que. Même si c'était celui d'Everton, je pense que ça lui suffira pour marquer quelques buts. Mais après, en Ligue des Champions, je pense que c'est vrai que cette année, avec Danilo qui est arrivé,
ouais, on s'oriente beaucoup plus vers un 4-3-3, en tout cas dans les matchs compliqués en tout cas. Ouais. Juste une chose, parce il y a un imbroglio sur l'option d'achat, pas d'option d'achat. Mm. France Football dit qu'il y a finalement une option d'achat à 20 millions. D'autres ont démenti. Ce qui est sûr, c'est que si effectivement il y a une option d'achat, c'est dans l'intérêt de Moïse Kean quand même de faire une saison sérieuse, de travailler, parce que lui, le nord de l'Angleterre, il en peut plus, il veut plus en entendre parler, il veut quitter Everton. Paris, c'est quand même un bon point de shoot pour un jeune de cet âge. Donc normalement, il a quand même une vraie motivation pour pouvoir continuer sa carrière au Paris Saint-Germain et surtout pouvoir jouer avec un effectif autrement supérieur que celui d'Everton. Troisième recrue qui a été, bon, on l'avait déjà vu là, lui pour le coup, mais qui a été beaucoup en vue hier soir, c'est Florenzi. Au fil des matchs, on a l'impression qu'il prend ses aises. Hein. On a l'impression que c'est pas de mieux en mieux, mais si, voilà, il est de plus en plus intégré sportivement, du moins sur le terrain. Les latéraux, Baker, Florenzi, c'est un peu ce vers quoi on se dirige cette saison, quoi. Est-ce que ça te convient, Mousse? Est-ce que tu trouves ça satisfaisant et est-ce que l'idée t'emballe de voir Florenzi à droite et, euh, et Baker à gauche, même si hier soir c'est Dagba qui a fini. Voilà. Écoute, en étant le président du fan club de Baker et Nicolas, mon trésorier, on a envie de te dire que nous, on est plutôt satisfait de l'évolution. Alors, blague à part, moi, je l'ai beaucoup critiqué et j'ai envoyé quand même un message à Yacine hier soir pour lui demander son avis. Ça me fait rire parce que Yacine, il n'est jamais content. Et en fait, j'ai envoyé un message pour lui dire, je lui dis, mais tu trouves pas quand même qu'en quelques matchs, il a vraiment progressé? Et il me dit non. Bah, je lui dis quand même, je lui dis, regarde tous les centres, parce qu'il a fait des bons centres et ses centres sont arrivés. Ouais. Donc, pas de problème. Oui. Et honnêtement, hier, il a plutôt fait un bon match. Et en fait, Yacine m'expliquait, il rigolait évidemment, il me disait, oui, oui, bien sûr, il a fait son bon match, mais c'est surtout parce que Neymar n'étant pas là, beaucoup plus de confiance en lui et évidemment, il a pris quelques initiatives et il s'est permis de centrer. Et je suis un peu d'accord avec Yacine, c'est vrai que il n'y avait pas la pression de rater un corner et de croiser le regard énervé de Neymar. Donc, pour Baker, franchement, il progresse et c'est très bien. Et il a fait un bon match hier. Et ben Florenzi, tu te dis que si jamais lui aussi se blesse, là, il va y avoir un problème parce que tout ce qu'il apporte offensivement, c'est incroyable. Hier, la qualité de ses centres encore, il met un but. Il aurait pu mettre un but somptueux sur une transversale. Je ne sais plus si c'est Baker ou Sarabia, mais je crois que c'est Sarabia. C'est Baker, voilà, c'est Baker. Bien sûr que c'est Donc Baker. un latéral pour un autre latéral. Et ça aurait pu donner un but fantastique. Donc, non, satisfait des deux latéraux hier. Yacine, sur Baker, alors tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais c'est peut-être ton désaccord avec Mousse, c'est peut-être sur le niveau d'exigence, le curseur du niveau d'exigence qui est peut-être pas au même niveau. Toi, peut-être que tu te dis que ça va poser problème en Ligue des Champions ou à un haut niveau, ou alors tu dis comme Mousse, tu dis voilà, il progresse et pourquoi pas on lui laisse sa chance. Non, je pense qu'aujourd'hui, franchement, dans un grand match de Ligue des Champions, ça posera problème parce qu'il a quand même des lacunes dans certains positionnements, dans la lecture du jeu, qui compense par de l'énergie, mais il a quand même quelques lacunes. Maintenant, évidemment, il progresse, mais moi, comme j'ai dit à Mousse, pour moi, c'est une progression mentale. En fait, le problème, et c'est pour ça, tu vois, ça me permet de faire une parenthèse. Souvent, quand Ronaldo, par exemple, joue pas avec le Portugal, ou même quand Neymar n'est pas là, ou quand il y avait Zlatan des fois absent, tout le monde va dire, tiens, ça joue mieux sans Zlatan, sans Neymar, sans Ronaldo. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est pas que ça joue mieux. C'est que quand tu as un joueur comme ça, qui attire beaucoup le ballon, le regard, alors, qui génère pas de la crainte oh là là, chez ses coéquipiers, mais en fait, Baker, par exemple, pour prendre vraiment l'exemple de ça, vous regarderez dans les matchs précédents, il y a des situations où il peut centrer. Il n'ose pas parce qu'il se dit, si je rate mon centre, en fait, Neymar va me regarder, en gros, fallait me la donner. Donc, plutôt que de prendre le risque de rater le centre, eh ben, il fait ce contrôle et il cherche Neymar. Hier, il n'y a pas Neymar. Donc, il tente le centre. Parce que de toute façon, s'il le rate, personne ne va rien lui dire. Et c'est ça la différence. Et en fait, quand il manque ces grands joueurs, en général, les autres ont un autre comportement, respectent plus le jeu, comme je l'ai déjà dit souvent. C'est-à-dire que si je dois trouver, pour parler du PSG, Di Maria
alors il y a pas, parce qu'il n'y a pas Neymar, je rejoue Di Maria. Par contre, quand il y a Neymar, des fois, je dois trouver Di Maria et je me dis, ah non, il faut que je la donne à Neymar. Donc, je la donne à Neymar. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que le collectif, je le répète souvent, le travail de Tourelle, c'est ça. C'est en fait d'avoir le collectif. Et Neymar, il doit sublimer ce collectif. Ou Ronaldo le Portugal, ou Zlatan avant. Mais ce n'est pas eux qui doivent créer le collectif autour d'eux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que sinon, tu te trompes. Et c'est pour ça que Baker, pour moi, il est pas en progrès technique, il est en progrès mental. Il prend confiance. Et le fait que Neymar soit pas là et qu'il réussisse des centres, là, par contre, ça va lui apporter en se disant, mais en fait, je suis capable de faire ça. Donc, quand il y aura Neymar, maintenant, la prochaine étape pour lui, c'est de se dire, même quand il y a Neymar, je dois en tenter. Alors, peut-être pas 5 sur 5, mais 3 sur 5. Maître Puravo, avocat de Baker, est-ce que vous pouvez défendre votre client, s'il vous plaît? Il n'y a pas besoin de le défendre. Tout le monde a vu hier que c'était quasiment le joueur du match. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est vrai qu'il progresse quand même, moi je trouve. Alors oui, il y a un aspect mental qui est très important. C'est un jeune joueur, faut pas l'oublier. Il n'a pas beaucoup joué avec le PSG. Il gagne confiance, il commence à apprendre un petit peu les mouvements autour de lui, il commence aussi, j'espère, à progresser avec Tourelle aux entraînements. Donc tout ça fait qu'il il gagne en qualité. Après, ça va, à mon avis, pas dans un premier temps bouleverser la hiérarchie, à savoir que Kurzawa va être le titulaire de cette équipe au poste gauche pour le moment. On va le retrouver dès mardi en Ligue des Champions. Alors peut-être que mardi, on va se rendre compte que Baker, c'est beaucoup mieux qu'un Kurzawa, donc et que dans ce cas-là, il va reprendre une place plus souvent, mais je n'y crois pas trop. Après, par contre, le côté super positif au niveau des latéraux, c'est effectivement Florenzi à droite. Là, on a, voilà, je crois qu'il y a combien d'années qu'on n'a pas eu un latéral droit comme ça à Paris. Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais on ne le voit pas défendre. Comment ça va être dans les gros matchs quand il va pas falloir défendre? Bah, moi, j'ai juste envie de vous dire, un mec comme Marcelo au Real Madrid, il ne sait pas défendre. Ça n'empêche que Marcelo, tout le monde le considère à une époque comme le meilleur arrière-gauche du monde. Donc aujourd'hui, moi, Florenzi, j'attends pas de lui que ce soit un défenseur droit à l'ancienne où tu passes plus jamais de son côté. Moi, j'attends qu'il bouge à peu près son couloir, qu'il soit bien aidé par son défenseur central quand il a besoin, et que le reste du temps, il soit comme hier, super offensif, qui t'apporte. Parce que bon sang, qu'est-ce que c'est bon? C'est bon de voir des centres qui arrivent, c'est bon de voir un latéral qui a la réception en faisant des reprises de volée. Il fait 2 poteaux hier encore. Bah voilà, il est là, hein. Franchement, la recrue pour l'instant, ne cherchez pas, elle est là, la meilleure, hein. Ouais, vas-y, Yacine. Juste pour finir, quand tu as dit tout à l'heure la troisième recrue, j'ai failli te dire, mais Florenzi, ça fait un moment qu'il est là, non? Parce qu'on a l'impression que ça fait 2 ans qu'il est là. Le mec, il est chez lui, quoi. Il est dans son équipe, il est là, il joue. Il a déjà les réflexes dans la coordination, dans les. Enfin, franchement, tu as l'impression qu'il est là depuis 2 saisons, quoi. Mais moi, je trouve qu'il a les caractéristiques un peu de Dani Alves. Peut-être pas celui-là du PSG, même si au PSG, là, il a montré des belles choses, mais le côté offensif, les centres, le fait parfois de se retrouver dans la surface ou tenter des frappes de loin, comme le faisait Dani Alves. Dani Alves a mis des buts somptueux avec Barcelone. Donc, non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on le perd, Florenzi, il va falloir se mouiller la nuque quand Dagba va rentrer parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est pas. Non, mais très bon jeune, hein, Dagba. C'est vrai, pas de souci, hein, tu vois. Mais vous verrez l'écart entre les deux. Si on perd Florenzi, ça va être compliqué, hein. C'est normal, Moussa. Excuse-moi, Clément. Tu as un gamin qui est au tout début de sa carrière, et puis encore une fois, Florenzi, tout le monde nous a rabâché les histoires de blessures. Alors, c'est vrai qu'il a eu des problèmes physiques, mais d'un mec qui joue en sélection italienne, qui était capitaine à la Roma, qui a joué de la Ligue des Champions, qui a joué de la Coupe d'Europe. Enfin, c'est pas un premier de la classe qui a débarqué à Paris pour remplacer Meunier. C'est un vrai bon joueur. Après, on est un peu surpris parce qu'à mon avis, on n'était plus habitués. Mais je pense que les gens qui suivent la Roma et la Squadra, ils ne sont pas surpris par ses performances. C'est un super joueur, Florenzi, tout le monde le dit. On espère qu'il ne nous fera pas une Meunier, c'est à savoir des gros débuts et après s'éteindre sur la fin. Mais je ne veux pas porter la poisse, donc ça va. Juste dernière question, les gars, avant de basculer sur Manchester. Finalement, Paris est déjà premier du championnat avec ce début de saison chaotique, les blessures, les absents, le Covid, etc. Notre ami Tourelle, il s'en sort pas si mal que ça, Yacine, non? Ouais, après, je pense que Paris a tellement de marge. Malgré tout, on voit aujourd'hui que les recrues de Leonardo, elles te permettent ce qu'on avait dit. Ça veut dire que tu n'allais pas aller chercher des joueurs de Ligue des Champions, tu n'avais pas les moyens. Par contre, tu allais chercher des joueurs qui peuvent t'apporter un peu en Ligue des Champions, mais surtout qui vont te permettre d'avoir un effectif en qualité
pour faire tous les matchs que tu as à faire avec des enchaînements. Parce que je rappelle que là, il y a 7 matchs avant la trêve, une autre trêve internationale, un peu fatigante, les trêves internationales d'ailleurs. Et après, tu réenchaînes avec des matchs tous les 3 jours. Donc, tu avais besoin d'un effectif de qualité. En voyant tous les blessés qu'il y a, effectivement, Paris avait eu des vacances, bref, toutes les histoires. Après les 2 premiers matchs, on s'est dit, bon, on est parti pour une saison galère. Voilà, ben, au lieu d'être premier 38 journées, ils seront premiers 31 journées, je crois. Bon, ben, voilà, c'est tout. Ça rentre dans l'ordre tranquillement. Nico, tu voulais dire un mot sur le début de saison de Tourelle? Moi, ce que j'attends de voir avec De Tourelle, on en a parlé ici souvent, c'est de voir maintenant comment il va les faire progresser ensemble. On attend quand même de cette équipe qu'elle pratique un football assez léché parce que tu as de la marge, parce que tu as une technique supérieure à tous les autres, parce que tu as quelques joueurs hors normes par rapport à la Ligue 1. Et donc maintenant, on veut voir cette équipe progresser en championnat parce que ça va ensuite aboutir sur des bonnes performances en Ligue des Champions. Le match d'hier, c'est pour ça qu'il est un peu frustrant, c'est qu'à 10 contre 11, comme le dit Yacine au début de l'émission, c'est que on a assisté à une attaque-défense pendant 75 minutes et que c'est pas forcément le genre de match que tu vas rencontrer en Ligue des Champions contre des équipes qui vont te rentrer un peu plus dedans. Donc là, il y a une petite frustration par rapport à ça. Par contre, après, sur la qualité, sur le fait que le PSG va survoler le championnat et va être champion, il n'y a pas de doute, Ouais. évidemment, que ça va être le cas. Mais moi, c'est ce que je veux voir maintenant de Tourelle. Je veux qu'il nous montre qu'il est capable de les faire progresser collectivement. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Hein. On bascule gentiment sur Manchester. Retour de la Ligue des Champions mardi. Mousse, qu'est-ce que tu attends? Alors, à la fois à la fois de ce match, parce que voilà, est-ce que tu attends un gros adversaire? Est-ce que tu es rassuré? Et surtout, avec quelle équipe? Qu'est-ce que toi, comment tu vois le match se profiler? Alors, d'après ce qu'a dit Thomas Tuchel hier après le match, lui, il espère le retour de Marquinhos. Il est un peu plus pessimiste pour celui de Marco Verratti. Euh, Après, on a vu hier qu'avec quelqu'un comme Rafinha, qui à ce poste a lui aussi une très bonne qualité de passe, une très bonne technique. Donc, si Verratti n'est pas là, il pourra peut-être jouer. Pas sûr qu'il fasse 90 minutes parce qu'on a vu quand même que physiquement, c'était un peu juste pour Rafinha. Euh, Moi, je pense que si Danilo, vu qu'il était qu'à contact, si après les tests, il est complètement négatif, je pense qu'il tiendra sa place au milieu de terrain. Le problème, c'est Di Maria, en fait. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas été sélectionné avec l'Argentine. Il est suspendu en Ligue 1. C'est un peu. Enfin, j'en parlais hier avec Yacine sur le cas Kurzawa. On n'était pas trop d'accord. Yacine me disait que pour lui, Tuchel allait aligner Kurzawa parce que si jamais Baker se blessait, bon là-dessus, il a raison, Yacine. Le week-end d'après, tu es un peu dans la merde parce que tu as un joueur qui est suspendu qui ne pourra pas jouer. Et si Baker se blesse, c'est fini. Donc la théorie se tient. Donc après, c'est surtout voir l'effectif dont il disposera, les joueurs aptes à jouer. Moi, je pense que un peu comme Nico, même si Manchester, c'est plus le Manchester d'il y a quelques années, mais je pense qu'en Ligue des Champions, il jouera quand même avec un milieu à 3. Donc si c'est le cas, bah, je pense que le trio offensif, ce sera malgré tout Neymar, Mbappé et Di Maria. Et il pourra jouer au milieu de terrain avec Danilo devant la défense et peut-être avec l'absence de Verratti et la blessure de Paredes, eh ben, je vois Herrera et Rafinha. Et puis pour la défense, si Marquinhos est présent, bah, ça fera Kimpembe Marquis. Bah, je pense Kurzawa, comme l'a dit Yacine. Et puis à droite, le soldat Florenzi. Donc dans cette configuration-là, avec ce 11-là, je ne suis pas du tout inquiet. Et je pense que ça va être un très très bon match du PSG face à Manchester et forcément la victoire au bout. Yacine, toi, milieu à 3, milieu à 2, il avait fini la saison dernière en 4-4-2. Là, on a l'impression qu'il revient en 4-3-3. Enfin, il se cherche encore. Toi, c'est quoi le meilleur dispositif pour toi même si je sais que tu vas me dire que le dispositif, c'est qu'une théorie, derrière, c'est l'animation qui compte, mais comment tu vois les choses, toi? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport au manque j'ai oublié mon mot. Compétition. Non, c'était pas compétition. Relation d'automatisme entre Keane et les autres. Et vu que tu as Icardi qui est blessé, je pense que le 4-3-3, il va s'imposer de lui-même.
Di Maria jouera. Alors, je ne sais pas si tu as le droit à 5 changements aussi en Ligue des Champions cette année. Ou 3, parce qu'il y a des pays où il y a 3, il y a des pays où il y a 5. C'est une bonne question, si ça, ouais, je sais pas. Si tu as le droit à 5, bah, tu sais très bien, voilà, Di Maria, effectivement, ça fait un petit moment qu'il ne joue pas. Il peut faire 70 minutes et puis être remplacé après. Moi, je pense simplement que ce match-là, évidemment, je pense qu'il partira sur un 4-3-3. Maintenant, la clé du match, elle est très simple. Si Paris respecte le jeu, si Mbappé a décidé d'attaquer la profondeur avec Lindelof et Maguire, à la mi-temps, le match, il est plié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si eux, ils décident de ne pas le jouer comme il faut, ça, c'est un autre problème. Et j'ai envie de dire, c'est Tourelle. Après, la dernière chose, parce qu'on n'a pas parlé de Diallo, le problème de Diallo a fait un bon match. Le problème de Diallo, si vous avez vu, dans la période de pressing de Nîmes, on a compris pourquoi deux gauchers, c'est compliqué. Parce que souvent, il s'est retrouvé dans une position où il ne pouvait pas faire la passe. Parce qu'il n'avait pas d'ouverture d'angle avec son pied gauche. Mais il s'est repris après parce que le pressing a été moins intense et qu'il a eu le temps en fait, de faire son contrôle et de se mettre droit. Maintenant, est-ce que contre Manchester, une équipe qui va peut-être presser un peu plus, ou en tout cas qui a d'autres qualités que Nîmes malgré tout, est-ce qu'il ne va pas être en difficulté rapidement de ce côté-là? C'est pour ça que Marquinhos, évidemment que ce serait l'idéal. Maintenant, est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il faut prendre le risque avec Marquinhos? Je rappelle que les 3 matchs de Ligue des Champions, ils s'enchaînent. C'est-à-dire que si Marquinhos se rechute mercredi contre Manchester, vous pouvez l'oublier pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions. C'est toujours un choix à faire, quoi. Et je pense que le calcul, comme je disais pour Kurzawa, pour moi, malgré tout, même si c'est Manchester et la Ligue des Champions, Tourelle, avec ce calendrier de fou, il est obligé de calculer tout ça. Parce que tu ne peux pas faire enchaîner aujourd'hui Becker les 7 prochains matchs, en fait. Tu ne peux pas dire à Marquinhos, tu vas jouer contre Manchester, quitte à te perdre les 2 prochains matchs. Donc, il y a un calcul à faire. Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire jouer là et le garder les 2 prochains? Enfin, bref. Voilà, c'est une gestion aussi de tout ce calendrier qui est un peu fou, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? Voilà, je me posais la question de savoir, en cas effectivement de blessure ou de rechute de Marquinhos, si le PSG est en capacité de prendre un joker. Parce que normalement, tu as le droit de prendre un joker médical, mais je ne sais pas s'il y a une deadline pour le prendre. Mais le problème, c'est que tu peux pas le faire faire. Tu veux prendre qui? Non, mais j'ai pas de nom particulier. Non, mais tu sais, le joker, c'est forcément un joueur qui est licencié en France. Aujourd'hui, qui le PSG peut aller chercher un joueur français pour intégrer l'effectif à cette période de l'année? T'as pas un latéral, t'as pas un défenseur central en France qui rentre dans la case. Franchement, aujourd'hui, c'est. Après, tu as Danilo aussi qui peut jouer derrière, hein, si tu as vraiment un gros souci. Oui, c'est vrai. Je pense pas aujourd'hui que le PSG va se prendre la tête à chercher un joueur, bah, sauf grosse blessure de Marquinhos qui en prend Mais pour c'est vrai que j'avais oublié Danilo. Ouais. Il y a juste une chose, c'est que ce joker, de toute façon, il ne pourra pas faire la Ligue des Champions avant janvier. Donc, il n'y a aucun intérêt. En championnat, tu n'as pas besoin de joker. Parce que le joker, il est c'est vrai. pour la Ligue 1. J'avais oublié la liste, effectivement, la liste UEFA. Ouais. Alors après, c'est bien 5 changements en Ligue des Champions. Ça a été acté. Voilà, donc ça te permet aussi ceux qui ont moins de rythme, de faire. Oui, toutefois, on avait parlé de ça déjà quand Neymar et Mbappé sont revenus contre Marseille. On nous expliquait qu'ils n'avaient pas de rythme et tout. Bon, à l'arrivée, ils avaient joué l'intégralité du match. Tu vois, Di Maria, ce sera la même chose. Di Maria, il s'entraîne, il n'a pas voyagé. Bon, bah, Di Maria, il a 70 minutes dans les jambes, je pense, sans trop de problèmes. Et puis, l'avantage aussi du 4-3-3, c'est que tu peux te permettre d'être moins exigeant avec tes 2 joueurs de couloir. Le 4-4-2, effectivement, avec un Neymar fatigué, un peu blessé au dos, et un Di Maria qui manque de rythme, là, ça serait à mon avis compliqué. Donc, quelque part, la blessure d'Icardi, elle arrange bien les choses pour Tourelle parce que le 4-3-3 va s'imposer. Et pour finir, juste sur ce match-là, alors moi, je suis comme vous, je ne suis pas du tout inquiet par ce match. Parce que j'ai vu les 2 derniers matchs de Manchester United. Alors, si tu arrives à peu près à museler les petits exploits individuels de devant, si tu arrives également un petit peu à bloquer l'influence de Pogba qui est bon un match sur 10, derrière, c'est tellement catastrophique cette défense que je ne vois pas comment tu peux être en danger. Yacine parlait de Diallo tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Baker. Diallo, il revient, on ne l'a pas vu pendant des mois. Il a été acheté 32 millions d'euros, Diallo, donc c'est quand même c'est pas n'importe quoi. Fut un temps, on parlait de lui à gauche, dans le couloir gauche. Là, il joue dans l'axe. Mousse, toi, tu attends quoi de ce joueur? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, Diallo. Hein. C'est encore un point d'interrogation, ce mec. Bah, je pense que quand il est arrivé, c'était peut-être pour concurrencer Kimpembe. Après, il a subi une opération.
je sais plus dans quel, je sais plus si c'était le dos ou C'est le le, dos, je me je rappelle crois, plus. Ouais, le C'est dos. le dos, hein, c'est ça. Après, moi, je trouve que c'est un joueur intéressant parce que il est propre techniquement. Moi, je trouve que c'est un bon joueur, hein, Diallo, hein. Après, comme l'a dit Yacine, hier, il était associé pardon, à un autre central gauche, donc c'était pas évident. Maintenant, Diallo, ça peut être aussi l'option à gauche. Oui. On en parlait aussi avec Yacine sur les options à gauche. S'il fallait faire reposer un peu Baker et surtout ne pas prendre de risques avec lui, faire jouer peut-être Kurzawa, mais moi je lui disais, il y a aussi l'option Diallo parce que il a un petit peu de rythme maintenant, ça a l'air d'aller un peu mieux. C'est un poste dans lequel il a déjà joué au PSG, pas beaucoup, mais on se rappelle quand même que défensivement c'était plutôt bien, hein, Yacine, tu vas pas me contredire. Euh, donc voilà, moi ce que j'en attends, c'est qu'il soit dispo quand on fait appel à lui. Hier, évidemment, les premières minutes c'était un peu difficile, et puis ensuite c'était plutôt pas mal. Mais c'est pas un joueur qui fait de grosses boulettes, de grosses fautes. En général on fait appel à lui, il répond présent. Donc à voir, hein, ça peut être encore une fois une option à gauche, pourquoi pas. Mais si effectivement Marquinhos n'est pas là, à voir ce que fera Tuchel. Soit il fera redescendre Danilo ou il fera de nouveau confiance à Diallo. Ouais. Yacine, à moyen terme, c'est vrai que Diallo, c'est un peu un bon compromis. C'est-à-dire qu'à gauche, c'est-à-dire qu'il est solide défensivement. Tu parlais des errements défensifs de Becker tout à l'heure. Et balle au pied, il est pas emmerdé non plus. Toi, l'option, t'en penses quoi? L'option de Diallo à gauche? Mais, moi, en fait, le truc, c'est que je l'ai même trouvé. Alors, il n'a pas beaucoup joué avec le PSG à gauche, mais moi, je l'ai toujours trouvé plus intéressant à gauche que dans l'axe. Pour moi, dans l'axe, il a des limites. Et souvent, avec Mousse, on en avait parlé. Moi, j'avais des doutes sur lui dans l'axe. Et moi, je le trouve même plus intéressant à gauche. Parce que déjà, c'est un défenseur, qui est plus défenseur que les autres. Et malgré tout, même quand il avait joué à gauche avec le PSG, en Ligue 1 en tout cas, il avait apporté, alors pas comme le fameux latéral offensif, mais il avait fait 2-3 centres intéressants, c'était plutôt pas mal. Voilà, lui, son problème, je pense que c'est vraiment le rythme. Dès qu'il a enchaîné 2-3 matchs, rappelez-vous, il joue contre Galatasaray, il se blesse. Dès qu'il enchaîne 2-3 matchs, il se blesse, quoi. Donc c'est un problème. Et que quand tu n'as jamais le rythme, bah, on peut jamais finalement réellement juger de ton réel potentiel. Parce que tu es toujours en train de revenir et tu rechutes. Donc voilà, j'ai envie qu'il enchaîne parce que on a envie de voir aussi qu'est-ce qu'il est capable de donner. Moi, je pense que c'est en tout cas une option intéressante. Ouais. J'aimerais juste faire un dernier focus sur le milieu du PSG. On en a un peu parlé, mais si jamais on occulte un peu les blessures, les absents là, à court terme, donc Paredes, Danilo qui n'est pas encore revenu, vous voyez comment vous les choses se goupiller? C'est vrai que c'est pas facile. On avait un Paredes qui fait une bonne fin de saison, un Herrera qui est l'un des meilleurs Parisiens en phase finale de Ligue des Champions, un Verratti, on ne sait pas trop. Quand il est au top de sa forme, il est génial, mais on ne sait pas trop où il en est. Rafinha, Danilo. Vous, ce serait quoi la formule parfaite pour vous du milieu? Toi, Adrien, Nico, pardon, tu mettrais qui en milieu? T'as plein de combinaisons. C'est sûr que si tu pars du principe que Danilo est la sentinelle, c'est le seul qui a ce profil-là, donc déjà, tu vas le mettre lui en sentinelle. Après, je vais partir aussi du principe que Verratti est le meilleur milieu parisien, donc je veux le mettre également. Après, la dernière place, bah, ça va jouer. Si je veux être assez offensif, bah, je mettrai plutôt du Rafinha sur les matchs où je peux me permettre. Sur les matchs où j'ai besoin d'être un peu plus prudent, bah, je jonglerai entre Paredes ou Gay. J'ai envie de Oui, dire que ouais, par rapport à la Ligue 1, en tout cas, sur les matchs qu'on va jouer le plus souvent cette saison, moi, je mettrai derrière Danilo et devant, je mettrai la paire Rafinha-Verratti parce que c'est la plus créative. Mais je ne mettrai pas ça en Ligue des Champions, par exemple, parce que je récupère pas assez de ballons. oui, donc le juge de paix du PSG, c'est en Ligue des Champions. Donc, Alors en Ligue des Champions, bah, je pense que j'enlève Rafinha et je mets Paredes. ouais. Ouais, tu mets Paredes en relayeur du coup et pas en sentinelle, alors que c'est plutôt un cinco Paredes. Yacine, je vais te chauffer un peu encore, mais est-ce que Verratti il est vraiment indispensable dans ce milieu? Mais évidemment, c'est le seul qui est capable d'avoir cette passe. Et en plus, moi, je suis comme Nico, c'est-à-dire que je pense que ça fait 3 ans qu'on nous explique qu'il manque une sentinelle. Maintenant que tu en as une vraie, à mon avis, lui, son nom, il est inscrit même en premier avant les autres, hein. Donc évidemment que si tu as Danilo,
C'est-à-dire que quand tu as Paredes, tu peux toujours m'expliquer qu'il a une qualité de passe qui peut te permettre de te passer de Verratti. Si tu as Danilo, tu ne peux pas te passer de Verratti, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir aller toucher les trois de devant. Donc Verratti. Moi, après, l'avantage de Rafinha, c'est qu'il est gaucher aussi. Et c'est intéressant par rapport au fait d'avoir et un droitier et un gaucher pour encadrer. À partir du moment où tu as la sentinelle, la fameuse vraie sentinelle, qui ne sort pas de cette position, tu peux te permettre. Parce que rappelez-vous que quand Tourelle met Gay, c'est aussi parce que tu n'as pas vraiment de cette sentinelle, que c'est Marquinhos qui compense, et qu'en fait, il se dit, il vaut mieux que j'ai un joueur qui court. À partir du moment où tu as un joueur qui reste devant la défense et qui est là pour couper, tu peux mettre deux relayeurs. Après, moi, je le répète, pour moi, il n'y a qu'une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si Rafinha joue que quand il a le ballon, effectivement, il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions. Maintenant, s'il enchaîne les matchs et que physiquement, il est prêt à répéter les efforts, moi, je préférerais toujours le jeu. Donc, évidemment, si tu me dis tu as Verratti et Rafinha pour faire le lien avec les autres devant, je mets les deux tout de suite. Ouais. Yacine, tu peux me redire vite fait avec quel milieu le PSG était en finale de Ligue des Champions il me semble que Verratti n'était pas là, mais j'ai un petit doute. Non, mais commence pas avec ces bêtises-là. Commence Non, pas avec ces bêtises-là. Non, moi, sur le milieu, je suis d'accord avec Yacine. C'est-à-dire que si tu as Danilo, tu es obligé de le mettre. Après, il faudra voir dans quelle configuration va faire jouer son équipe Thomas Tuchel. Parce que la Ligue 1, c'est différent de la Ligue des Champions. En réalité, en Ligue 1, tu peux te passer d'un milieu à 3 en fonction de l'adversaire. Et le meilleur schéma, évidemment, c'est dans un 4-4-2, pour moi, ça serait Danilo et Verratti. Dans un 4-3-3, moi, je pense que évidemment Danilo devant la défense. Et puis, moi, je mettrais Verratti et Herrera. Oui. Et en fait, pour moi, Rafinha, ça serait le remplaçant, par exemple, de Verratti. Mais pour moi, mettre deux joueurs du même profil, même en Ligue des Champions, c'est dangereux. Si tu mets à côté de toi un mec qui court, un Gay ou un Herrera, déjà, tu mets un peu plus d'équilibre dans ton milieu. Mais moi, je pense que la meilleure formule, c'est ça. C'est Danilo devant la défense, Verratti et Herrera. Parce que Herrera, vraiment, ces derniers matchs, il apporte beaucoup de garanties. Et on a l'impression que physiquement, il est plutôt bien, en espérant que ça le laisse tranquille, parce que lui aussi est sujet aux pépins physiques et il fait pas mal. Mais vraiment, là, le milieu idéal, Danilo, Verratti, Herrera, pour l'instant, c'est pas mal, avec Rafinha en backup de Verratti et un Gay en backup d'Herrera, par exemple. Ouais, et Paredes en backup de Danilo. Nico tous les postes sont doublés. C'est vrai que vous n'avez pas trop parlé d'Herrera, mais moi, je me suis refait les matchs de phase finale il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est l'un des trois meilleurs Parisiens dans les matchs qu'il joue. Exactement. Donc, pour vous, il n'a pas sa place de titulaire. Un Herrera en forme, pour vous, il n'est pas titulaire indiscutable. Indiscutable, non, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a trois. Il y a le contexte du match qu'il faut prendre en compte. Si je ne mets pas un Herrera titulaire indiscutable sur des matchs qui sont faciles et sur lesquels tu peux te permettre d'avoir deux gros créateurs. Après, encore une fois, sur ces fameux matchs Ligue des Champions, on va dire, si Herrera, c'est une alternative crédible, mais je trouve que Herrera, Gay et même Paredes, à l'arrivée, c'est à peu près un profil, alors même s'il y en a un qui court moins que les autres, mais c'est un profil de joueur qui va être moins créateur, plus dans la compensation, qui va être un peu entre le Danilo et Verratti. Voilà, c'est le joueur qui va faire un peu lien entre ces deux-là. Donc, quand tu as besoin effectivement de beaucoup courir, de récupérer du ballon, ce sera bien. Quand tu as besoin de créer du jeu, ce sera moins bien. Donc, c'est l'adversaire qui va un petit peu conditionner ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas un trio forcément qui va se détacher comme le trio titulaire. Tu vas pouvoir t'adapter. C'est ça qui est intéressant aussi. Après, il y a une option que vous n'avez pas utilisée, parce que pour Tourelle, ça ne va pas être du tout ce qu'on dit. Ça va être Danilo en défense centrale et Marquinhos au milieu. Il est capable, vous savez. Il est capable surtout de tout. Surtout pour embêter Leonardo. Yacine, le mot de la fin sur Herrera. Non, mais Herrera, c'est un joueur que j'apprécie. L'année dernière, on l'a souvent regretté qu'il soit si blessé, si souvent blessé. Et effectivement, au Final 8, on en avait parlé, notamment les deux premiers matchs, où il fait partie des meilleurs joueurs du match, notamment son positionnement contre Leipzig qui avait posé beaucoup de problèmes. Maintenant, encore une fois, moi je suis de l'avis Nico, c'est-à-dire je ne vais pas rajouter plus, c'est un compromis en fait, Herrera, entre un peu tout le monde, et suivant ce que tu veux faire toi. Voilà, moi je rappelle juste quand même que
le Bayern, ils vont en finale en gagnant tous leurs matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'avant le Covid et après le Covid, avec Alcantara et Goretzka au milieu, et la pointe haute, entre guillemets, parce que c'est même pas la pointe haute, parce que c'est plus que haut, c'est Müller. Donc moi, je répète depuis toujours que c'est que l'état d'esprit qui fait la différence, enfin qui fait la différence à ce moment-là, plus que le jeu. Ouais, Un petit truc, ce qui est intéressant aussi avec Herrera, c'est qu'il a une faculté à se créer des occasions que n'ont pas forcément les Gay, les Paredes. C'est-à-dire que même encore hier, hein, tu le vois, hein, il est souvent dans la surface pour. Alors, il marque pas, il n'a pas de chance. Je trouve qu'il n'a pas de chance, que ce soit poteau, soit à chaque fois c'est contré de peu. Hier, c'est un arrêt monstrueux de René. Mais il a cette capacité qui est intéressante, je trouve, à se projeter dans la surface, à accompagner un peu plus et à être à la finition. Il est intéressant. C'est un super joueur, hein, techniquement. Il est un peu méconnu parce qu'effectivement, on l'a pas trop vu jouer au PSG, mais c'est pareil, il n'est pas gêné avec le ballon, Herrera. Mais c'est vrai qu'il a moins il dégage moins cette impression de créateur, d'accélérateur dans la passe ou dans même lui-même en se projetant. Mais il a quand même une touche offensive. Je préfère par exemple Herrera à Gay, largement. Parce qu'il est plus simple dans son jeu. C'est la Beaucoup plus formation simple. espagnole. Bah, il est plus facile surtout. Tu le sens qu'il est plus facile, quoi. Bon, je tiens à dire que j'ai rien contre Verratti, hein, parce que je vais recevoir des messages sur Twitter si vous. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc voilà. Dernier mot, les amis, avant de terminer. Manchester, Cavani, le retour au parc. Ça vous fait un petit truc, ça vous fait... Yacine, je te pose pas la question parce que je connais la réponse. Non, Mais Mousse, t'es content de revoir Cavani au parc. C'est pas sûr qu'il joue hein, encore, hein, mais voilà. C'est même pas sûr qu'il fasse même le déplacement. Je suis même pas sûr qu'il fasse le déplacement. De toute façon, c'est la Ligue des Champions, donc c'est un huis clos total. Ouais. L'émotion, on l'aura peut-être derrière l'écran. Pardon? Mais non, l'UEFA a demandé 30% des capacités de stade. Ouais, mais couvre-feu, terminé. Ouais. En France, oui, là, exceptionnellement, mais c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est la Ligue des Champions. C'est parce que c'est la France. Les autres, ils auront. Oui, je vois, oui, j'ai fait une erreur, ouais, parce que moi j'étais resté sur le huis clos du final 8, tu sais, le huis clos total. Oui, c'est vrai qu'ils avaient une petite marge, mais de toute façon, Mais en France, oui. avec le couvre-feu, de toute façon, il y aura pas de public, il y aura pas de déplacement, il me semble, de toute façon, donc c'est pareil. Donc l'émotion, on l'aura derrière l'écran. Que ça me fait quelque chose. Sans doute, si jamais il joue, il rentre avec le maillot de Manchester, ouais, ça va me faire un petit truc quand même, malgré tout, parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont insulté Cavani parce qu'il avait refusé de prolonger, parce qu'il avait. Non, parce qu'il ne s'était pas exprimé, etc. Non, moi, je suis un peu comme Yacine. Il a fait son boulot au PSG, il a été grassement payé, il a été au bout de son contrat. Bah, merci pour le job et salut et bon vent. C'est tout, ça s'arrête là. J'ai beaucoup d'admiration pour Edinson Cavani. Et il a tout mon respect et je lui souhaite bon vent. Mais oui, ça va sans doute me faire un petit effet, donc j'espère qu'il ne sera pas là. Voilà. Et toi, Nico? Ouais, alors je suis un peu comme toi, Clément, j'ai pas envie de me faire insulter sur Twitter toute la journée. Alors, moi, je suis un grand fan de Cavani. J'ai été très déçu qu'il ne prolonge pas. Alors, pas déçu contre lui, mais déçu d'une manière générale contre la situation. Encore plus déçu qu'on le laisse partir parce que je pense que c'était mieux d'avoir un Cavani qu'un Keane sur le banc, même si je comprends la logique économique et même sportive quelque part avec la concurrence. Après, ouais, ça m'a fait bizarre de voir Thiago Silva avec le maillot de Chelsea. Je pense que ça me ferait aussi très bizarre de voir Cavani au parc avec celui de Manchester. Et ça me ferait de la peine et ça, je pense que je passerais sur un stade supérieur si en plus il avait la mauvaise idée de marquer et d'offrir la victoire à Manchester. Donc c'est pareil, s'il pouvait rester en quarantaine encore une semaine et on se reverra au match retour, ça serait très bien. Yacine, non, t'as pas grand-chose à rajouter toi là-dessus. Non, parce que moi, en fait, c'est le PSG. Après, les mecs, tant mieux. Hein. C'est comme il a dit Mousse. Ils sont venus, ils ont fait le job. Merci pour tout. Merci, au revoir. Ça marche très bien. Il n'y a pas de cœur, Yacine. Ouais, pas de cœur. Ah, si, mais peut-être qu'avec l'âge. Voilà, il a un chronomètre à la place du cœur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, merci les gars, c'était cool. Bonne petite heure d'émission. On se retrouve après Manchester hein, pour débriefer ça. Hugo sera de retour pour animer les débats et on espère une victoire du PSG pour démarrer cette campagne européenne. Donc voilà, merci. Je peux dire un dernier mot, Clément? Oui, bien sûr. Bah, je voulais quand même l'annoncer aujourd'hui ici. Je trouve que c'était peut-être le bon moment, donc je vais l'annoncer. Donc on a achevé. On a fini un livre avec Clément qu'on a rendu ce week-end. Il est parti en impression. Il devrait sortir le 4 novembre. Donc, on en parlera un peu plus sur les réseaux dès cette semaine.
En fait, c'est un livre sur lequel on est revenu, dans lequel, pardon, on est revenu sur les 10 premières années de QSI. Donc, on fait un bilan de 2010-2020 avec pas mal d'intervenants, pas mal d'entretiens, dont un exceptionnel avec Ravi Pastore qui aura à la fin du livre, qui nous a accordé une interview d'à peu près 1 heure. Et franchement, on est super fiers de ce bouquin. Mais c'est Clément et moi-même qui l'avons. Enfin, moi, je me suis occupé un peu des entretiens et Clément a écrit le livre. Donc, il sera disponible le 4 novembre. On en parlera. On mettra quelques tweets sur Insta. On le mettra partout. Et avec une superbe couverture. Vous verrez. J'espère que vous apprécierez. Donc, voilà, je voulais juste dire un grand bravo à Clément pour le travail qu'il a fait parce qu'il a beaucoup bossé dessus. Il n'a pas eu beaucoup de week-ends, le pauvre. Donc, j'espère que tu as bien profité ce matin, Clément. Ouais, et merci Mou. Si tu veux dire un mot, vas-y, hein, Clément. Ouais, bien sûr, c'était un super plaisir de faire ce livre. On a eu des bons intervenants, pas que des grands joueurs. On a aussi eu des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des journalistes, qui se livrent un peu différemment que sur des plateaux. Voilà, des joueurs de la réserve, des joueurs du début du projet QSI. Donc ça fait, non, c'est un vrai bon livre. Ça fait plaisir de revenir sur ces années-là. Je pense qu'il vous plaira parce qu'il y a quelques anecdotes, il y a des focus sur des passages, notamment l'été 2017, l'été le plus fou en 2017, qui est sympa à revivre et à relire. Donc, je pense que pour tous supporters du PSG, c'est un livre qui va plaire. Donc, on est très content. On en reparlera en détail. On essaiera de faire des petites rencontres, des petites promos pour en parler. Donc ouais, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire et on est très content d'avoir fait ce livre. Qui a plu aussi à la maison d'édition. Donc, c'est un vrai bonheur. Et Yacine qui témoigne, dans le livre. Voilà. Gratuitement. Donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir fait cette émission. C'était cool. Et on se dit à très vite. On se dit après Manchester. Hein. À mercredi, ouais. À mercredi. Allez, salut bon les amis. Ciao. Tout le monde.